Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents. Nous allons démarrer ce premier web café pour l'année 2023. Il est encore temps pour moi de vous souhaiter au nom du cabinet une très bonne et heureuse année 2023 en espérant que celle-ci ait bien démarré. Alors, nous allons désormais parler de cette nouvelle loi de finances pour 2023. Qui contient en fin de compte peu de mesures en faveur des entreprises. C'est pourquoi je vais essayer de vous synthétiser le maximum de points essentiels qu'il y a. Alors, les principales mesures qu'il y a sont la revalorisation de certains seuils triennaux, la suppression progressive de la CVAE sur 2 années et la revalorisation du plafond pour bénéficier du taux d'IS de 15%. On verra aussi le volet TVA qui regroupera quelques mesures diverses pour l'application du taux réduit. Et nous verrons aussi des points en faveur des particuliers qui, nous pouvons noter la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu de 5,4%, l'aménagement du prélèvement à la source et le relèvement à 3 500 € par enfant à charge du plafond du crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants de moins de 6 ans, contre 2 300 € jusqu'ici. Très bien, donc les dispositions, sous réserve des dispositions contraires, les mesures de la loi de finances pour 2023 s'appliqueront à l'IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022, à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2022 et des années suivantes, et à compter du 1er janvier 2023 pour les autres dispositions fiscales, je vous les préciserai. Alors, nous allons tout de suite démarrer avec les mesures en faveur des sociétés. Alors, petit rappel, au niveau de la trajectoire de la baisse du taux d'impôt sur les sociétés qui avait été initiée en 2018, celle-ci est arrivée à son terme en 2022. Donc nous avons une simplification puisque l'ensemble des entreprises désormais est soumis au taux de droit commun de 25% au niveau de l'impôt sur les sociétés. Donc c'est une bonne mesure qui est arrivée au bout de sa trajectoire. Toujours au niveau du taux d'impôt sur les sociétés, nous avons des nouveautés concernant le taux réduit d'impôt sur les sociétés, puisque nous avons, jusqu'à présent, nous avions une base qui était limitée à 38 120 € qui datait encore du passage à l'euro. Donc c'est pour dire depuis quand ce seuil n'avait pas été revalorisé. Et nous sommes maintenant à un taux, enfin un bénéfice imposable qui sera applicable pour le taux réduit jusqu'à 42 500 €. Donc ça nous fait une économie de 438 € d'impôt sur les sociétés, ce qui est toujours une bonne chose. On rappelle que, il y a un ajustement pro rata temporis qui doit être effectué lorsque la durée de l'exercice n'est pas de 12 mois, donc il peut être plus important si on a un exercice qui fait, par exemple 20 mois ou plus faible s'il fait, que 6 mois. Voilà. Je rappelle également les conditions pour atteindre pour avoir ce taux d'impôt, sur les sociétés réduit. Le capital doit être entièrement libéré. Il doit être détenu de manière continue par 75% au moins de personnes physiques ou par une société dont le chiffre d'affaires répond aux mêmes critères. Et donc, nous avons droit à un seul niveau d'interposition pour appliquer ce taux réduit d'IS. Je rappelle également que le chiffre d'affaires doit être inférieur à 10 millions d'euros. Il avait été porté à ce niveau-là par la loi de finances de l'année dernière. Voilà en ce qui concerne le taux d'impôt sur les sociétés. Et donc, il est applicable dès le 31 décembre 2022, donc pour la liquidation de l'IS au 15 mai 2023. Vous pouvez appliquer le taux réduit si vous pouvez en bénéficier jusqu'à 42 500 € dès cette année, si je puis dire, dès cette clôture des comptes annuels. Ensuite, en ce qui concerne la revalorisation des seuils des régimes d'imposition, donc nous avons une actualisation tous les 3 ans du seuil pour le régime des micro BIC et BNC. Alors pour les années 2023, 2024 et 2025, les ventes et les fournitures de logements passent de 188 700 € au lieu de 176 200 € auparavant. Et pour les prestations de services et les BNC, nous sommes à 77 700 contre 72 600 € auparavant. Alors pour rappel, l'application de plein droit du régime réel et se fait l'année suivante celle du dépassement du seuil, sauf s'il s'agit du premier dépassement sur une période de 2 années. Autrement dit, il faut attendre, on a le droit de dépasser une année
ce seuil, mais dès lors que vous avez consécutivement dépassé 2 années, avec, ce dépassement de seuil, vous êtes automatiquement dans le régime réel au 1er janvier de l'année suivante. Ce qui peut arriver, dans certains cas pour les, par exemple des auto-entreprises qui dépassaient les 72 600 à la fin de la 2e année, au 1er janvier, de l'année suivante, suivant la 2e année, ils devaient passer au régime réel et c'est là que vous passez, par exemple, en entreprise individuelle, au régime réel. Ensuite, des jeunes entreprises innovantes, alors, ça me semble assez, marginal, hein, comme dispositif puisque moi je n'en ai jamais rencontré pour ma part jusqu'à présent. Tout ça pour dire quoi? Que nous avons une prorogation de ce régime de 3 ans pour les entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2025. Alors, qu'est-ce que c'est le statut, des jeunes entreprises? Il est accordé aux PME de moins de 11 ans qui engagent des dépenses de recherche et développement qui représentent au moins 15 de leurs charges déductibles fiscalement. Leur capital doit être détenu de manière continue de plus de 50 par des personnes physiques ou par certaines catégories de sociétés, d'associations ou d'établissements limitativement énumérés et leur activité doit présenter un caractère réellement nouveau. Alors, de quoi bénéficient-elles lorsque, elles ont ce statut de jeune entreprise innovante? Elles sont exonérées d'impôt sur les sociétés, à 100 pour les 12 premiers mois de bénéfices, puis après 50 sur les 12 mois bénéficiaires suivants, jusqu'à la 8e année de création d'entreprise avant le 1er janvier 2022 et depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à la 11e année de création de l'entreprise, ça a été modifié. Il y a aussi encore d'autres exonérations pendant quelques années de taxes foncières et de CFE et des cotisations sociales sur les rémunérations des personnels qui participent à la recherche et au développement. Voilà donc ce qu'on pouvait dire donc, à retenir que ce dispositif est prorogé jusqu'au 31 décembre 2025. Ensuite, nous avons, le crédit d'impôt pour rénovation énergétique qui a été réactivé, qui est rétabli puisqu'en fait il existait déjà, en 2020 et en 2021 et il ne figurait plus dans la loi de finances pour 2022, sans doute un oubli a priori et donc il a été remis, en place à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024. Alors, comment on le calcule? Il s'agit d'appliquer 30 du prix de revient hors taxe des dépenses éligibles exposées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie. Et donc, ce crédit d'impôt est plafonné à 25 000 € pour toute la période d'application. Il est applicable aux PME au sens du droit européen, donc je rappelle les critères. Il s'agit de sociétés qui ont moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont un total bilan inférieur à 43 millions d'euros et qui emploient moins de 250 salariés. Donc nous avons de nouveau le rétablissement de ce crédit d'impôt pour rénovation énergétique. Autre crédit d'impôt, formation, c'est le crédit d'impôt pour la formation des chefs d'entreprise. Alors, sans doute que le connaissiez-vous, il a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. Heu, Nous pouvons aller maximum jusqu'à 443 € en appliquant le taux du SMIC de 11,07 fois le nombre de formations qui peut être, au maximum plafonné à 40 heures de formation par année civile et par entreprise. Donc 11,07 fois 40 €, 40, heures pardon de formation nous donne 443 € et on nous dit qu'il a été doublé pour les micro-entreprises au sens de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il n'a pas été doublé en termes d'heures, mais en termes de montant. C'est-à-dire qu'on passe à 22,14 fois 40 €, donc on devrait arriver ou aboutir à un doublement de ce maximal de ce crédit d'impôt formation qui devrait arriver à 886 €. Je rappelle aussi que les micro-entreprises au sens de l'Union européenne, sont les entreprises qui ont moins de 10 salariés et qui ont un chiffre d'affaires ou un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros. Enfin, une des mesures les plus importantes ou emblématiques de cette loi de finances pour, 2023, il s'agit de la suppression sur 2 années de la CVAE. Alors la CVAE qui avait été instituée à l'époque, en 2010, pour remplacer entre guillemets «la suppression de la taxe professionnelle». Alors vous allez me dire: «Mais ça par quoi ça va être remplacé?» Puisqu'en effet, la cotisation de la CVAE au titre de 2023 est
il y a quelque temps. Donc là, on a de nouveau une diminution de 50% en 2023 et les entreprises ne seront plus redevables de cette CVAE à compter de 2024. Je rappelle que le taux était de 0,75% pour les entreprises qui atteignaient ou qui avaient un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros, et que les entreprises qui avaient un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros en étaient exonérées. Donc, vous avez ici le nouveau barème pour 2023 avec les seuils qui ont été divisés par 2. On voit bien que le chiffre d'affaires au-delà de 50 millions d'euros est maintenant de 0,375% au lieu de 0,75%. Je rappelle que il y avait un dégrèvement pour les entreprises qui était de 500 euros lorsqu'elles avaient un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Ben, celui-ci est divisé par 2, donc ce sera 205, enfin, c'était 500 euros, donc maintenant ça sera 250 euros, puisque tout au début il était à 1000 euros, il avait déjà été divisé par 2 auparavant, comme je vous l'ai dit. Et donc maintenant il sera à 250 euros. La CVAE minimale était fixée à 250 euros lorsque le chiffre d'affaires était dépassé 500 000 euros. Il sera maintenant à 125 euros. Voilà pour cette nouvelle qui peut être bonne s'il n'y a pas de remplacement pour la CVAE. Par contre, il faudra voir au niveau budgétaire comment ce manque à gagner sera compensé par la suite. Nous arrivons maintenant au volet TVA, avec un rappel qui ne vient pas de la loi de finances pour 2023, mais de la loi de finances pour 2022. Je rappelle brièvement l'histoire. Il y avait eu une décision de la Cour d'appel administrative de Nantes du 28 mai 2021 qui a fait jurisprudence en rappelant les règles prévues par la directive TVA concernant le régime d'exigibilité de la TVA lors de la livraison en cas de vente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la directive TVA dit que la taxe est exigible au moment où la livraison ou la prestation de service est effectuée. Et donc, cette TVA devient exigible en cas d'encaissement avant livraison du bien ou la réalisation de la prestation. Donc, dès lors que vous avez un acompte et qu'il s'agit de livraison de biens, eh ben, cette TVA est, au sens européen, exigible. Donc, la loi de finances pour 2022 avait mis en place cette règle pour se conformer au droit européen. Et donc, il n'y avait plus de distinction, ou il n'y a pas de distinction maintenant à faire entre les ventes et les prestations de services concernant les acomptes qui sont encaissés ou qui sont, voilà, pour lesquels l'exigibilité de TVA est maintenant à faire dès qu'on a un encaissement, y compris pour des livraisons de biens. Et donc la loi de finances nous avait laissé ou accordé une année pour les entreprises pour qu'elles puissent se mettre en conformité et correctement organiser leur process de calcul de TVA et leur système de comptabilité. Et donc, rappelez-vous que c'est à partir maintenant du 1er janvier 2023 qu'il y a le paiement de la TVA à la perception des acomptes qui précèdent la livraison, comme pour des prestations de services. Donc c'était un rappel. Au niveau de la revalorisation des seuils et des régimes d'imposition, pour les années 2023, 2024 et 2025, nous avons un seuil de droit commun qui est de 876 000 contre 818 000 euros pour les ventes et les fournitures de logement. Pour les prestations de services, le seuil est de 264 000 euros au lieu de 247 000 euros. Donc ça, c'est pour le régime simplifié de la TVA. Vous pouvez être dans ce régime-là en ne dépassant pas les seuils, ou alors juste les seuils majorés de 965 000 ou 299 000 pendant une année. C'est le régime qui nous permet d'établir la fameuse déclaration annuelle qu'on appelle CA12. Alors, d'office est exclu de ce régime les entreprises de certains secteurs, comme par exemple les entreprises nouvelles dans le secteur du BTP, ou qui entrent dans le champ d'opération de la TVA immobilière, ou alors lorsque la TVA due de l'année précédente excède 15 000 euros, ou alors en cas de réalisation d'importation ou d'autoliquidation. Vous ne pouvez pas appliquer ce régime de TVA, le régime réel simplifié de TVA. Ensuite, concernant les taux de TVA, alors nous avons des clients qui sont dans le secteur agroalimentaire. J'avais donc besoin de parler de ça aussi. Pour mémoire, donc la loi de finances pour 2021 avait apporté des modifications de taux de TVA sur les produits alimentaires. Donc les produits destinés à la consommation humaine, pour résumer, étaient soumis au taux réduit de 5,5. Pour les produits destinés à la consommation animale,
ils étaient soumis au taux de 10%, et pour les produits destinés à être utilisés dans la production agricole et non destinés à l'alimentation animale, nous avions un taux de 10%. Ce qui était relativement compliqué, et donc la loi de finances vient simplifier cette règle-là. Pourquoi c'était compliqué? Parce que vous aviez un même produit qui était susceptible d'être affecté aux deux destinations sans qu'il soit aisé de déterminer le taux de TVA. Et donc, le but de cette loi de finances en 2023, c'est d'apporter des précisions complémentaires. Donc, pour les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, euh, de produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et de produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées. Donc, vous voyez comme c'est au sens littéral assez compliqué à dire. Ainsi que pour les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture, lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisés dans la production agricole, même en cas de transformation. En principe, ces livraisons à compter du 1er janvier 2023 seront elles-mêmes soumises à 5,5%. Alors, ces produits se verront appliquer donc le même taux que les produits destinés à l'alimentation humaine, ce qu'on a vu précédemment, et ce, afin de rationaliser l'application du taux réduit dans le secteur agroalimentaire. Alors, pour la petite information, les animaux producteurs de denrées alimentaires sont en réalité tous les animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, et quelle que soit leur utilisation effective. Il s'agit donc en fait des livraisons de bétail, de gibier, des animaux de basse-cour, de volailles ou les poissons d'élevage. Donc retenez en fait, si vous êtes concerné par ça, bon, voilà, si vous êtes dans ce secteur-là en tout cas, que toutes les opérations, y compris des produits qui sont conçus par des animaux dès l'instant que ça va entrer dans la consommation humaine, vont être soumis au 1er janvier 2023 au taux de 5,5%. Donc cette harmonisation permet de simplifier les choses. Au niveau du taux réduit de 5,5% pour les taux de rénovation énergétique redéfinis, ils ont été redéfinis et précisés. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous aviez la TVA qui s'appliquait au taux réduit pour les travaux de rénovation énergétique pour les locaux d'habitation de plus de 2 ans. Et donc, nous avons la loi de finances qui va préparer une redéfinition du champ d'application. Et ces nouvelles dispositions vont entrer en vigueur à compter de la publication d'un arrêté qu'on attend et qui devrait être publié au plus tard au 1er janvier 2024. Pourquoi on a redéfini ça? Parce que la définition actuelle qui figure dans le Code général des impôts du périmètre des travaux énergétiques des logements éligibles au taux réduit s'avère peu lisible, comme on peut, enfin bon, c'est bien qu'il le remarque, et c'est peu lisible à la fois pour les opérateurs et qui deviennent obsolètes au regard de l'évolution ces dernières années des autres dispositifs de soutien à la transition énergétique, comme on avait auparavant avec l'éco-prêt à taux zéro ou le crédit d'impôt à la transition énergétique, qui a été supprimé au 31 décembre et à l'époque remplacé au profit de MaPrimeRénov'. Donc en attendant l'arrêté, l'article 278 O bis qui continue de s'appliquer pour les travaux énergétiques avec un taux réduit de 5,5% dans sa rédaction actuelle, mais il va être modifié par un arrêté qu'on attend pour remettre ces dispositions-là, les réactualiser et peut-être aussi clarifier leur application pour tout le monde. Ça sera, je pense, une bonne chose puisque c'est souvent assez compliqué. Enfin, le taux de TVA réduit sur les bornes de recharge pour véhicules électriques existait déjà. Il était déjà applicable pour les travaux de pose, d'installation et d'entretien de bornes et de recharge pour véhicules électriques réalisés dans les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans. Et en fait, la loi de finances opère quelques aménagements en subordonnant au respect des conditions suivantes. L'infrastructure de recharge doit être installée dans des locaux à usage d'habitation et être destinée aux résidents. Donc, il n'y a plus de référence aux locaux achevés depuis plus de 2 ans. La configuration des infrastructures de recharge doit répondre aux exigences techniques qui seront fixées par un arrêté, et les prestations doivent être réalisées par une personne qui répond à des critères de qualification définis par arrêté également. Voilà, donc cette entrée en vigueur sera faite pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. Voilà. Enfin, nous allons voir les dernières mesures en faveur des particuliers.
Avec la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu pour l'imposition des revenus de l'année 2022, il est tenu compte de la fameuse inflation avec une indexation des limites des tranches du barème de 5,4%. Nous verrons aussi la modulation du PAS qui a été modifiée par rapport à ça. Alors, je vous ai remis quand même la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu avec les 5 tranches où on est à 45% au-delà de 168 994 € pour une personne à une part. Et concernant le prélèvement à la source, nous avons maintenant alors le prélèvement à la source, ça fait quand même depuis 2018 qu'il a été mis en place, ça fait maintenant sa 5e année. Alors vous pouviez et à partir de 2023, vous pourrez maintenant ramener à la baisse du prélèvement à la source si vous avez un écart de 5% avec le prélèvement annuel et plus 10%. Alors en ce qui concerne une autre mesure, c'est peut-être une des plus commentées encore, les revenus fonciers, le «doublement» entre guillemets du plafond d'imputation du déficit foncier. Alors là, c'est une mesure pour réduire le nombre de passoires énergétiques. Alors on va déjà rappeler un petit peu heu, le contexte, c'est-à-dire que nous avons la loi climat du 22 août 2021 qui interdit la mise en location des biens classés G en 2025, F en 2028 et E en 2034. Et donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'importants travaux qui seront nécessaires dans les années à venir pour maintenir ces biens en location. Et donc la loi de finances prévoit un doublement du plafond d'imputation du déficit foncier imputable sur le revenu imposable, à condition que des travaux de rénovation énergétique permettent de sortir le bien immobilier du statut de passoire énergétique, donc E, F ou G, et qu'il le transforme en A, B, C ou D. Et donc, on va rappeler déjà que dans le régime réel foncier, le contribuable peut déduire des loyers encaissés les frais réels qui comprennent notamment les intérêts d'emprunt, les frais de gestion, les primes d'assurance, la taxe foncière et certains travaux. Le déficit foncier résultant des charges autres que les intérêts d'emprunt peut être imputé sur les autres revenus imposables dans la limite de 10 700 € par an. Au-delà, le déficit est imputable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Et donc, l'objectif de cette loi de finances, c'est de porter ce plafond à 21 400, mais en ne tenant compte que des travaux de rénovation énergétique pour les devis qui auront été acceptés à compter du 5 novembre 2022 afin d'éviter les effets d'aubaine. Donc dès lors que vous avez des travaux de rénovation énergétique pour transformer le logement qui était classifié avec le diagnostic de performance énergétique E, F ou G et pour le passer de A, B, C ou à D, et bien à ce moment-là, ces travaux peuvent rentrer dans les 10 700 € supplémentaires euh, qui pourront être imputés sur le revenu global de l'impôt du revenu global. Alors, ça se passe de la manière suivante. Donc, les modalités d'imputation des charges sur les revenus bruts. Donc, le revenu brut est d'abord réputé compenser prioritairement les intérêts d'emprunt, puis vous imputez, pour l'imputation du déficit foncier hors intérêts d'emprunt sur le revenu global, vous prenez en compte les autres dépenses dans la limite de 10 700 €, ce que je vous ai indiqué juste avant. Et vous prenez encore, à partir de 2023, les dépenses de rénovation éligibles dans la limite de 10 700 € et vous avez à ce moment-là vos 21 400 € de déficit foncier que vous pouvez imputer sur le revenu global. Voilà comment ça va fonctionner. Encore un autre crédit d'impôt, c'est celui pour les frais de garde d'enfants de moins de 6 ans à l'extérieur du domicile. Donc, pour les frais qui sont engagés pour garder les enfants de moins de 6 ans au 1er janvier de l'année, à l'extérieur de leur domicile, la garde doit être assurée par une assistante maternelle agréée, crèche, halte garderie, centre de loisirs sans hébergement ou syndicat interscolaire. Comment on le calcule? On applique 50% des dépenses sous déduction des aides de la CAF ou de la MSA et dans la limite annuelle de 3 500 €. C'est ce qui a été modifié puisque auparavant, on avait une limite annuelle de 2 300 € par enfant. Et bien sûr, vous devez prendre en compte
ce crédit d'impôt pour le plafonnement global des avantages fiscaux. Dernier, sujet que je voulais évoquer, puisqu'il est bientôt 14 heures, donc c'est la réduction d'impôt pour la souscription en numéraire au capital des PME. Donc, on a un taux de 18 habituellement, que vous pouvez, porter comme réduction d'impôt lorsque vous souscrivez au capital des PME. Ce taux est porté à titre transitoire à 25 et il a été, renouvelé d'une année. Donc vous pouvez, appliquer 25 de la souscription en numéraire au capital des PME. Cependant, je rappelle quand même qu'il y a des conditions. La société doit avoir une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. Elle doit être créée depuis moins de 7 ans et être en phase de démarrage, d'amorçage ou d'expansion. Elle doit être une PME et avoir au moins 2 salariés à la clôture de l'exercice suivant celui de la souscription. C'est cette condition supplémentaire qui a réduit, à mon sens, drastiquement, l'application de cette réduction d'impôt, puisque maintenant il y a cette condition, qui s'est rajoutée il y a quelques années déjà de cela, et avoir donc 2 salariés à la clôture de l'exercice suivant la souscription. Voilà, donc si c'est le cas, vous pouvez appliquer votre réduction, auquel cas elle va être reprise et ça sera trop tard. Donc vous pouvez quand même appliquer jusqu'à 50 000 €, donc 25 de 50 000 € pour une personne seule ou 100 000 € pour un couple marié, ça peut être une réduction importante. Et attention à la limitation dans le plafond des niches fiscales à 10 000 € avec une répartition des excédents sur 5 années qui reste possible. Voilà, donc j'arrive, à la fin de cette, présentation, assez rapide qui a duré, presque une demi heure. Là, on est à 27 minutes. Donc je suis encore à disposition si vous avez quelques questions par rapport à ça. Nous pouvons alors ce ne sera pas 10 minutes peut-être de questions-réponses. Je regarde si vous avez, peut-être des questions à me poser à ce niveau-là. Je vous mets encore, le questionnaire de satisfaction en attendant, si vous voulez bien le compléter pour, nous indiquer peut-être des sujets que vous voulez, heu, voir abordés dans les prochains webcafés. Si je ne vois aucune question, je pense que ça ça a l'air d'être, j'ai essayé d'être, peut-être explicite, donc ça a l'air d'aller. Bon, bah, écoutez, dans ce cas-là, je ne vais pas vous retenir plus longtemps et je vous souhaite donc, encore un bon après-midi. Je reste à votre disposition en cas de questions et je vous dis donc à très bientôt. Merci, au revoir.